s'inscrit dans le cadre de l'enseignement à distance mis en œuvre par notre faculté au profit de nos étudiants. Je tiens à vous signaler d'abord que ce travail a été réalisé sous la direction de notre professeur Hani Slimani. D'abord, l'objectif de cette première série est de permettre aux étudiants de savoir le contexte dans lequel s'est développée la macroéconomie. Sans plus tarder, donc, je vais vous présenter le plan de cette vidéo. Voilà. Dans un premier temps, nous allons présenter la crise de 1929 et les facteurs ayant contribué à la naissance de la macroéconomie comme discipline distincte de la microéconomie. Puis nous allons présenter donc le passage de la théorie classique à la théorie générale. Pour cela, nous allons présenter les principes de la théorie classique. Par la suite, nous allons présenter les fondements, les postulats de la théorie générale développés par Keynes. Voilà, on commence par le premier point, la crise de 1929 et la genèse de la macroéconomie. Voilà, pour cela, nous allons tout d'abord présenter le contexte moderne avant la crise. Donc, la crise de 1929 est sans doute un tournant marquant dans l'histoire de la pensée économique. En effet, les conséquences de cette crise vont entraîner les pays dans une période économique très grave, une période de dépression économique, bien sûr avec une aggravation du chômage dont la facture a été très lourde. Voilà. Toutefois, au-delà de ces conséquences, la crise de 1929 a conduit à la naissance de la macroéconomie. Donc, on considère que le point de départ, ou bien la naissance de la macroéconomie, vient donc dans le contexte de cette crise. Voilà comme discipline distincte de la microéconomie. Donc, il s'agit d'une nouvelle discipline fondée sur de nouvelles bases, comme on va le voir par la suite. Voilà, donc durant la période de l'après-guerre mondiale, l'économie américaine était en pleine forme, alors que les pays européens pataugeaient encore dans de lourdes conséquences, les lourdes conséquences de cette guerre. Voilà, donc dans ce contexte, l'économie américaine enregistrait des taux de croissance énormes, ainsi qu'une augmentation spectaculaire de la production industrielle, grâce bien sûr à une accélération des progrès techniques, ainsi que les gains de productivité réalisés. Voilà. On peut noter également que durant cette période, les banques américaines accordaient ou bien étaient très généreuses aux entrepreneurs qui investissaient massivement. On assistait également donc à une accélération des volumes des crédits octroyés à l'économie, notamment dans un contexte marqué par une forte déréglementation financière. Donc tout cela donc a conduit vers la constitution d'un boom spéculatif. Donc les premiers signes de la crise économique furent la faillite d'une entreprise londonienne. Également, il y avait des données statistiques qui indiquaient qu'il y a une crise très prochaine. Les signes étaient donc une surproduction industrielle avec un sentiment, si vous voulez, de panique qui s'emparait des actionnaires, les conduisant à vendre des millions de titres sans acheteurs potentiels, chose bien sûr qui a conduit à l'effondrement de l'indice boursier principal américain, le Dow Jones, et provoquant par suite ce qu'on appelle le crash boursier. La crise, bien sûr, n'a pas tardé à regagner le secteur bancaire. Le secteur bancaire souffrant déjà d'une crise de liquidité conduisant par la suite à la faillite des milliers d'institutions ou bien d'établissements bancaires américains. Sur le plan économique, une baisse de la production conjuguée
Une chute des prix fut s'installer ainsi qu'une fermeture de nombreuses usines américaines a provoqué un chômage massif et persistant, ainsi qu'une misère très grave. Face à ce contexte économique en pleine dépression, l'économiste anglais Keynes suggère pourquoi pas une relance de l'économie par la stimulation de la demande, notamment la consommation. Voilà, donc pour cela, il a suggéré des politiques publiques se vendant comme travaux publics, des aides financières aux entreprises, des aides sociales aux particuliers. Donc, dans ce contexte également, de nombreux programmes ont été lancés. On peut citer par exemple le programme New Deal en 1932, lancé par le président américain Roosevelt. Ce programme se présentait comme des grands chantiers publics visant la construction des barrages, la construction des routes, des ponts, etc., ainsi que l'octroi des aides financières aux entreprises et aux particuliers. De manière générale, on peut dire que la crise de 1929 a constitué un fait marquant dans l'histoire de l'économie, dans la mesure où les États rompent avec l'idéologie libérale, avec l'idéologie libérale classique, et commencent à intervenir dans l'économie. C'est dans ce contexte que Keynes a adressé ses critiques, si vous voulez, au postulat classique, et réclamant pour une nouvelle discipline distincte de la microéconomie, à savoir la macroéconomie. Voilà. Donc, après avoir présenté le contexte ayant conduit à l'émergence de la macroéconomie, donc il convient maintenant de rappeler les principaux postulats sur lesquels a été fondée la doctrine classique avant, de passer en revue les fondements de la théorie générale de Keynes. Voilà, donc on passe au deuxième point de la théorie classique à la théorie générale, ce qu'on peut appeler la remise en cause keynesienne. On commence bien sûr par présenter les postulats ou bien les fondements de la théorie classique. Bien sûr, l'un des principes fondamentaux sur lesquels a été fondée la théorie classique a été formulé par l'économiste Jean-Baptiste et sur l'intitulé de la loi des Boucher. Bien sûr, cette loi stipule que l'offre crée sa propre demande, c'est-à-dire que l'activité économique, c'est-à-dire l'offre ou la production, est à l'origine comme vous le voyez sur le schéma, est à l'origine de la distribution des revenus. Bien sûr, ceux-ci sont intégralement consacrés à la consommation, ce qui permet d'écouler tous les biens ayant bien sûr été produits. De ce fait, donc, l'hypothèse d'une crise de surproduction est totalement écartée. Voilà, donc dans le même sens, les classiques considèrent que l'épargne, c'est très important. Si elle existe, elle est forcément acheminée vers l'investissement. Donc il existe, selon eux, une relation d'identité entre les deux grandeurs, à savoir l'épargne et l'investissement. En conséquence, donc, les classiques rejettent l'idée d'une crise de surproduction, comme on va le voir par la suite. Les classiques également rejettent l'idée d'une épargne thésaurisée en s'appuyant sur un principe très important, c'est le principe de la neutralité de la monnaie. Donc, selon la doctrine classique, la monnaie n'est qu'un simple moyen d'échange et n'a pas de valeur en elle-même. Et par conséquent, la monnaie ne peut pas être demandée pour elle-même. Donc, la question de la crise de surproduction généralisée ne peut avoir lieu grâce au mécanisme de flexibilité de prix. Donc, selon les classiques, l'équilibre étant donc automatique et spontané. Spontané se situe toujours au niveau du plein emploi des forces productives. Ce point sera détaillé par la suite. Bien sûr, on va le voir dans le chapitre 4 qui sera consacré à l'analyse de l'équilibre économique classique.
Donc la doctrine classique limite, c'est très important, limite le rôle de l'État dans les seules fonctions régaliennes. Lorsqu'on dit fonction régalienne, bien sûr, on entend par fonction régalienne la justice, l'enseignement, la police, etc. Donc pour les auteurs classiques, l'État doit être absent. C'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir dans la sphère économique afin de ne pas fausser le libre jeu des marchés. Ces marchés qui sont considérés comme parfaitement concurrentiels et bien sûr qui tendent automatiquement vers leur équilibre. C'est ce qu'on appelle, on peut donc évoquer ici donc la notion de la main invisible chez Adam Smith. Voilà, donc en dépit de leurs apports, les principes de la théorie classique se sont avérés incapables de fournir des réponses et des solutions efficaces pour sortir de la crise de 1929. Donc l'hypothèse de la suprématie accordée au marché et au mécanisme de régulation par les prix a été fortement contesté par Keynes. Bien sûr, cet économiste anglais a adressé ses critiques au principe de la théorie classique. Donc, elle a milité pour l'intervention de l'État dans la sphère économique pour remédier aux défaillances du marché. Voilà. Donc, tout d'abord, voilà. Donc, on va entamer le deuxième point. Donc, on va essayer d'analyser donc les principes de la théorie générale développée par Keynes. Tout d'abord, nous allons présenter les principales critiques adressées par Keynes au modèle classique. Puis nous allons passer en revue les postulats de la théorie générale formulés par cet économiste. Keynes d'abord refuse la conception libérale du marché du travail, déjà développée par les classiques. Ces auteurs considèrent que le mécanisme de flexibilité des salaires permet de résorber le chômage grâce à la baisse des salaires réels. Cependant, Keynes constate que les salaires ne s'adaptent qu'assez mal à la baisse des prix, surtout à court terme. Selon lui, donc, les salaires sont rigides. Ainsi, elle a constaté que même si les prix baissent assez vite, si les prix baissent assez vite que les salaires nominaux, donc les salaires réels augmentent. Et par conséquent, cela va empêcher les entreprises à créer de nouveaux emplois et partant, on ne peut pas résorber le chômage. Donc, ça c'est le premier point qui a été critiqué par Keynes, c'est le fait que les salaires sont flexibles et permettent d'assurer l'équilibre sur le marché du travail. Voilà. En ce qui concerne le deuxième point, donc Keynes rejette également la conception classique de la notion du taux d'intérêt et du marché de la monnaie. Donc en fait pour les classiques, le taux d'intérêt égalise les deux grandeurs réelles, à savoir l'épargne et l'investissement sur le marché des fonds prêtables. Mais pour Keynes, d'abord les classiques, on a vu ça, que les classiques considèrent que la monnaie est neutre. Neutre, c'est-à-dire que la monnaie ne peut pas être thésaurisée pour elle, mais elle ne dispose pas de sa propre demande. Par contre, chez Keynes, la monnaie dispose de sa propre demande, ce qu'on appelle la préférence pour la liquidité. Et le taux d'intérêt, selon lui, est la variable qui assure non pas l'équilibre entre épargne et investissement, mais qui égalise la demande et l'offre de la monnaie. Donc la conception keynésienne considère que l'épargne ne dépend pas du taux d'intérêt, c'est très important, mais donc elle résulte du niveau de la consommation, laquelle dépend également du revenu. Donc c'est très important cette remarque, c'est que pour Keynes, donc l'épargne est une fonction de la consommation et indirectement une fonction du revenu. Donc c'est très important. Voilà.
Donc Keynes également a remis en question, donc le troisième point, a remis en question également l'hypothèse d'un équilibre spontané, comme on a vu ça. Donc pour les classiques, on considère que l'équilibre est automatique et spontané et se situe toujours au niveau du plan d'emploi. Pour lui, donc les déséquilibres peuvent être durables du fait que l'épargne n'est pas forcément affectée à l'investissement. Bien sûr, si pour les classiques, il y a une identité entre l'épargne et l'investissement, donc pour Keynes, les individus peuvent détenir de la monnaie non seulement pour des motifs de transaction, mais aussi pour des motifs de spéculation et de précaution, ce qui constitue donc une fuite pouvant donc contribuer à un déséquilibre entre demande globale et offre globale. Donc cette thésaurisation est de nature donc à créer un déséquilibre entre la demande et l'offre. Pour Keynes, donc contrairement au classique, l'offre s'adapte à la demande, mais celle-ci peut être insuffisante pour assurer le plein emploi. Le plein emploi, puisque le mécanisme du prix est inopérant selon lui, surtout à court terme. Donc, il faut donc agir sur la demande à travers des politiques conjoncturelles. Donc c'est dans ce sens, n'oublions pas que un élément très important qui a été développé par Keynes, c'est la notion de la demande effective. Si pour les classiques, l'offre crée sa propre demande, donc Keynes voit des choses autrement pour lui. Donc c'est la demande anticipée par les producteurs. Lorsqu'on entend par demande la demande des biens et services de consommation qui se compose, comme vous le voyez sur le schéma, de la demande intérieure qui est constituée de la consommation des privés, c'est-à-dire la consommation des ménages, et la consommation publique. De l'autre côté, la demande extérieure constituée des exportations. Également, il comprend la demande des biens d'investissement, à savoir l'investissement privé et l'investissement public. Donc, selon Keynes, c'est le niveau de la demande effective anticipé par les producteurs qui fixe le niveau de l'offre correspondant et qui en découle par la suite le niveau de l'emploi et le niveau des revenus. Voilà, donc revenons à notre analyse. Partant de ces constats, donc Keynes va fonder sa théorie sur cette notion, c'est-à-dire la notion de la demande effective. Donc c'est très important. Donc Keynes rejette intégralement donc la théorie classique qui considère que c'est l'offre qui crée sa propre demande. Voilà. Donc un autre point très important, c'est le rôle qui a été développé par Keynes, c'est la notion de l'intervention de l'État dans la sphère économique. Si les classiques donc, considèrent que l'État doit être absent, donc pour Keynes, le rôle de l'État est très important et décisif. Et l'État doit bien sûr intervenir pour rompre au dysfonctionnement du marché. Donc l'instrument privilégié par Keynes, c'est la politique budgétaire. Donc pour Keynes, Keynes ne voit pas dans le budget un simple instrument permettant à l'État de se procurer des ressources dont il a besoin, mais plutôt, si vous voulez, un instrument privilégié pour agir et réguler la conjoncture économique. C'est-à-dire un moyen pour influencer sur la demande effective. Donc l'action par le budget peut prendre, selon Keynes, deux sens en fonction de la nature, en fonction bien sûr de la conjoncture économique. Voilà, donc tout en utilisant une panoplie d'instruments qu'on peut classer en deux catégories. Voilà. Une action par les recettes, fiscales et ou bien sûr une action par les dépenses. Voilà, donc l'action par les dépenses peut prendre plusieurs formes, que ce soit des rémunérations versées aux fonctionnaires, que ce soit des aides aux entreprises ou bien des dépenses d'infrastructure, c'est-à-dire les investissements publics. L'action par les recettes, c'est-à-dire une action à travers les impôts. Voilà. Ainsi donc, dans le cadre d'une politique économique marquée par l'insuffisance de la demande,
Keynes suggère une intervention par l'augmentation des dépenses publiques, ou bien sûr une baisse des recettes fiscales. Donc, dans une telle situation peut se traduire par un déficit budgétaire, c'est logique. Une telle situation donc on va conduire à ce déficit budgétaire dont les conséquences ne seraient que positives selon cet économiste, en stimulant bien sûr la création de nouvelles richesses et permettant à court terme de combler le déficit initial grâce bien sûr, on va combler ce déficit initial grâce aux ressources fiscales qu'on va générer. Donc pour cela, donc, Keynes a mis l'accent sur un mécanisme très important, à savoir le multiplicateur budgétaire qu'on va traiter bien sûr dans les chapitres suivants. Donc un investissement, comme vous le voyez sur le schéma, un investissement public initial va se traduire par l'augmentation des revenus, donc ce qui va stimuler la consommation, va stimuler l'investissement, et bien sûr va se traduire par une augmentation de la production, et ainsi de suite, dans le cadre d'un processus bien des cycles. Voilà. Donc on a vu donc comment ça se passe au niveau d'une politique budgétaire de relance. On va voir maintenant comment ça se passe dans le cadre d'une politique de rigueur. Donc le même mécanisme peut jouer, mais dans le sens inverse. Donc dans une situation où la demande globale dépasse l'offre globale, donc cela va se traduire par des tensions inflationnistes. Donc Keynes suggère ici donc le freinage de l'activité économique, de la demande globale par une augmentation des impôts ou bien une diminution des dépenses publiques. Donc bien sûr la politique budgétaire keynésienne présente des effets positifs, mais également des aspects négatifs. Donc en ce qui concerne les aspects positifs, donc la politique budgétaire permet de stimuler l'activité économique, permet de relancer l'activité économique à travers la stimulation de la consommation et l'investissement et l'augmentation des revenus versés. Mais en dépit de ces aspects positifs, la politique budgétaire keynésienne a fait l'objet de plusieurs ou bien de nombreux critiques. Tout d'abord, le financement du déficit budgétaire est de nature à provoquer des tensions inflationnistes bien sûr sur le marché. C'est-à-dire, on entend par tension inflationniste l'augmentation générale des prix. Dans le cas d'un financement par la création monétaire, cela risque de provoquer ces tensions inflationnistes. De même également, on peut évoquer également le recours de l'État sur le marché monétaire est de nature à engendrer une hausse du taux d'intérêt. Cette hausse du taux d'intérêt risque de priver les entreprises des ressources financières nécessaires. C'est ce qu'on appelle dans la théorie économique l'effet d'éviction. Donc le fait du recours de l'État sur le marché monétaire pour se procurer des ressources monétaires nécessaires pour financer le déficit budgétaire, cela risque de freiner l'accès des entreprises sur le marché monétaire pour avoir des moyens nécessaires pour leur investissement. On peut également parler d'un autre aspect négatif, à savoir l'effet de boule de neige qui correspond au financement du déficit budgétaire, c'est-à-dire que la dette publique, donc le remboursement de la dette publique va engendrer des intérêts, donc ces intérêts vont augmenter suivant une boule de neige. Voilà, donc au terme de cette présentation, je vous laisse avec ce tableau. Récapitulatif si vous voulez, dans lequel j'ai essayé de faire une analyse comparative entre la théorie classique et la théorie keynésienne. Le niveau d'analyse chez les classiques se situe dans un niveau microéconomique
c'est-à-dire que les classiques adoptent une analyse en termes de marché, alors que la théorie keynésienne se situe dans un niveau macroéconomique, c'est-à-dire une analyse en termes de circuit d'agrégats. En ce qui concerne le mécanisme d'ajustement, les classiques croient en la capacité des prix et la flexibilité des prix, alors que pour Keynes, donc il faut agir sur le niveau du revenu global. En ce qui concerne le principe de la réalisation de l'équilibre, pour les classiques, l'offre crée sa propre demande, c'est-à-dire que la demande s'adapte à l'offre globale. Pourtant, chez Keynes, donc l'élément clé c'est la notion de la demande effective, constitue la consommation de l'investissement. En ce qui concerne la nature de l'équilibre, chez les classiques, il s'agit toujours d'un équilibre de plein emploi, un équilibre automatique et spontané. Pourtant, chez Keynes, il s'agit d'un équilibre de sous-emploi. Cet équilibre est possible et non pas automatique, parfois exceptionnel. Éventuellement, il s'agit d'un équilibre de suremploi. Donc, en ce qui concerne l'analyse classique du chômage, c'est un chômage plutôt volontaire et provisoire. Ce point-là sera détaillé dans le chapitre 4. Pour Keynes, c'est un chômage non volontaire. En ce qui concerne l'analyse de la monnaie, on a vu ça chez les classiques, la monnaie est neutre. Neutre, c'est seulement un moyen d'échange, alors que pour les Keynes, la monnaie, donc c'est un actif, c'est un élément actif et dispose de sa propre demande. En ce qui concerne la relation entre l'épargne et l'investissement pour les classiques, cette relation est une relation d'identité, alors que chez Keynes, l'épargne dépend du niveau de la consommation et partant du revenu. En ce qui concerne le rôle de l'État, chez les classiques, l'État doit être absent et doit se contenter de ses fonctions régaliennes. Chez Keynes, l'intervention de l'État dans la sphère économique est obligatoire pour remédier au dysfonctionnement du marché à travers des politiques, notamment des politiques budgétaires chez Keynes, politiques budgétaires bien sûr. En ce qui concerne les salaires, les classiques considèrent que les salaires sont flexibles, pourtant dans la théorie keynésienne, donc les salaires à court terme sont rigides. Bien sûr, au terme de cette présentation, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.